Je m'appelle Jonathan. J'ai 19 ans et je suis le troisième enfant de mes parents. Né dans une famille de 3 enfants, j'ai grandi dans des bonnes conditions. Quand j'avais 17 ans, ma famille a déménagé pour une autre ville. Je n'ai pas eu de mal à me faire de nouveaux amis. Mes parents m'ont inscrit au lycée et là-bas, j'ai fait la connaissance de Pierre. À son tour, Pierre me présenta à ses 3 autres amis et nous sommes rapidement devenus très proches. J'ai commencé à passer beaucoup de temps avec mes nouveaux amis, et à chaque fois qu'on était ensemble, je les voyais des fois se partager de l'argent, et ils avaient toujours des vêtements chers et des belles montres. Au début, je me disais que ce n'était pas mes affaires, mais plus on traînait ensemble, plus on devenait proches, et plus j'avais envie de savoir d'où venait cet argent. Alors, un jour, je me suis décidé de leur poser la question et de savoir d'où venait tout cet argent et toutes les belles choses qu'ils possédaient. Ils n'ont pas voulu tout me dire directement. Ils m'ont juste dit qu'ils avaient un business et que je n'étais pas prêt pour ça. Je leur ai bien sûr dit que j'étais prêt sans pour autant savoir de quoi il s'agissait. Ils m'ont alors dit que si je tenais vraiment à savoir, je devrais les accompagner le soir dans un endroit bien précis. J'étais tellement intéressé. En fait, je voulais vraiment savoir de quoi il s'agissait. J'ai dit à la maison que je sortirais avec des amis, et mes parents m'avaient permis. On s'est retrouvés le soir à l'endroit prévu. Et à un moment, ils m'ont demandé d'être à l'écart pour avoir la réponse à mes questions. Et là, quelque chose d'inattendu va se passer. Je vois mes amis suivre un monsieur qui descendait d'un bus, puis la graisse, et prennent tout ce que ce monsieur avait. Ils m'ont ensuite rejoint en courant, puis nous sommes vite montés dans le véhicule et nous sommes enfuis. J'étais bouleversé, sous le choc. Je manquais les mots. Ils ont ouvert la mallette et il y avait de l'argent, des documents importants, un téléphone et une montre. Je leur ai demandé de lui rendre au moins ces documents, car ils semblaient très importants. Alors nous sommes rentrés par où nous étions et ils ont jeté les documents. Nous avons garé la voiture à quelques kilomètres de là. Ils ont fait les comptes, il y avait au total 2700 $, une montre de luxe et un téléphone. Ils se sont partagés l'argent et m'ont aussi donné ma part, mais je n'en voulais pas. J'étais tellement fâché et j'avais peur. Ils m'ont après déposé devant chez moi et m'ont dit qu'ils garderont ma part au cas où je changerais d'avis. J'étais complètement bouleversé. Je suis allé directement dans ma chambre dormir. Le lendemain, on s'est revus au lycée et après les cours, ils m'ont annoncé qu'ils avaient pu vendre la montre. Ils ont un revendeur fiable qui leur paye cash et ils avaient vendu la montre à 10 000 $. Ils m'ont dit hier ma part était de 500 $. Mais aujourd'hui, avec la vente de la montre, j'avais atteint 2500 $. Ils ont rajouté que je n'étais pas obligé de devenir comme eux, mais je devrais quand même prendre l'argent parce que j'avais participé à l'opération. J'ai encore une fois refusé de prendre cet argent et leur ai promis qu'on sera toujours amis et que je garderai bien leurs petits secrets, mais ils m'ont promis de garder ma part jusqu'à ce que je veuille le récupérer. Nous avons continué à être amis, mais après les cours, on se voyait rarement. Pour mon anniversaire, ma mère m'avait promis le nouvel iPhone. Mais arrivé le jour de mon anniversaire, je n'ai eu qu'un gâteau comme cadeau. J'étais tellement en colère et triste. Ma mère m'avait promis de m'acheter le téléphone dès qu'elle pourrait, mais énervé, je lui ai dit que ce n'était plus la peine. Je lui ai dit que j'épargnais déjà depuis 1 an de l'argent, parce que je savais que tu n'allais pas m'offrir ce téléphone. En vrai, je n'ai jamais épargné de l'argent, mais je savais que j'avais 2500 $ quelque part. J'ai alors appelé un de mes amis et lui expliqué mon problème. Il m'a rassuré qu'ils avaient toujours les 2500 $. Le lendemain, on s'est rencontrés. Ils m'ont remis ma part, j'ai pu m'acheter mon iPhone, et le soir nous sommes sortis avec mes amis et des copines pour fêter mon anniversaire. Sans vous mentir, avoir de l'argent rend heureux. J'ai pu fêter mon anniversaire, j'ai invité toutes les filles possibles, et j'étais vraiment fier de moi.
Mais 2500 $ n'étaient presque rien quand on fait la fête. Une semaine plus tard, j'étais redevenu fauché. J'ai alors contacté mes amis et leur ai dit que j'étais prêt à les rejoindre. Ils m'ont expliqué comment ils opéraient. Ils commençaient d'abord par repérer la cible, puis l'espionner pendant quelques jours, avant de passer à l'action. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui reviennent du boulot, et toujours loin de là où nous vivons. Mais cette fois-ci, la mission était cambrioler une boutique. C'était vraiment très dur ce soir-là. On entre bien cagoulé, on vole l'argent, mais à la sortie, la police venait car le propriétaire de la boutique les avait déjà prévenus. On prend la fuite, notre voiture arrive et on échappe à la police. Nous étions tous en panique. C'était la toute première fois qu'on cambriolait une boutique. Je m'étais décidé d'arrêter, mais quand j'ai vu ce qu'on avait volé, j'ai directement changé d'avis. À mon retour, on suivait les informations en famille et on parlait du cambriolage. J'étais mal à l'aise quand la famille donnait son avis. Le lendemain, on s'est promis de continuer à voler que les gens dans la rue et de ne jamais aller plus loin. Un jour, nous sommes tombés sur un monsieur. Comme d'habitude, on a sorti nos couteaux et lui avons demandé de donner tout ce qu'il avait. Mais le monsieur a commencé à se défendre au point de nous tabasser presque tous, car il était apparemment un sportif. Un de nous sort un autre couteau et blesse le monsieur à la main. Le monsieur perd ses forces, ne pouvait plus se défendre. On prend le dessus sur lui et on le frappe. Puis on prend fuite. Je n'étais pas content de nous. On pouvait menacer les gens et leur faire peur, mais pas les blesser. Ils m'ont fait comprendre qu'on était obligé de le faire. C'était soit lui, soit nous. Et ils avaient totalement raison. Je leur ai fait comprendre que voler, c'était encore tolérable pour moi. Mais blesser, tuer, frapper, je ne nous imagine pas le faire. Pendant une semaine, je ne les voyais plus. Je voulais juste m'en remettre. Après, je me suis dit, bon, après tout, s'il n'avait pas agi ainsi, ce monsieur allait tous nous frapper et au final nous dénoncer à la police, et cette honte, je ne le supporterais pas. Alors nous avons encore une fois repris nos activités. Cette fois-ci, le slogan était « Prêt à tout pour nous protéger ». Nos activités se déroulaient très bien, et pour tout couvrir, nous avons même commencé à travailler au McDo. Je n'ai jamais voulu que mes amis viennent chez moi à la maison, ou que mes parents les rencontrent. Ma mère a cette chose-là, vous savez, je ne sais pas si c'est un don, mais elle arrive à détecter les mauvaises personnes, et j'avais peur qu'elle commence à me poser trop de questions sur eux. Mes amis n'avaient jamais rencontré mes parents, et ne sont jamais venus chez moi à la maison. Ma mère est gérante d'un très grand restaurant, ce qui fait qu'elle rentre souvent très tard à la maison. Ça faisait 3 jours que je ne m'étais pas vu avec mes amis à cause d'un petit problème de santé. Le 3e jour, très tôt le matin, je reçois l'appel d'un de mes amis qui me demande de les rejoindre au plus vite. Arrivé au lieu de la rencontre, mes amis m'ont expliqué qu'ils avaient fait une grande bêtise, et on risquait de payer cher si on n'était pas prudent. En fait, ils m'ont dit qu'ils revenaient d'une fête d'anniversaire vers 3 heures du matin, et ils étaient ivres lorsqu'ils ont rencontré une dame qui sortait de l'épicerie pour rejoindre sa voiture. Ils sont alors attaqués, mais le vol a mal tourné. La dame a essayé de se défendre, et un de mes amis l'a poussée, et en tombant, elle s'est cognée la tête sur le mur et a perdu connaissance. Ils se sont enfuis et ne savent qu'est-ce qu'est devenue la dame. On se dit qu'en attendant d'avoir des nouvelles, ce serait mieux d'arrêter nos activités pour le moment et d'être prudent. De retour à la maison, j'ai vu mon père un peu énervé. Je lui ai posé la question pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, et il m'a répondu que ma mère n'était pas encore rentrée du boulot et elle ne répond pas au téléphone. Elle a sûrement encore du boulot, je lui ai dit, parce que ce n'était pas la première fois que ma mère rentrait le matin et elle répond difficilement au téléphone quand elle est au boulot. Mais quelques heures plus tard, mon père recevra un appel de l'hôpital pour l'annoncer que ma mère s'y trouvait. Ils n'ont donné aucun détail, juste l'adresse de l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous annoncera que ma mère est dans le coma. Elle a été retrouvée ce matin allongée au sol dans un parking. La police n'a donné aucun détail.
ils pensent qu'elle a été attaquée par des bandits, et que le vol avait mal tourné. J'ai commencé à pleurer dans l'hôpital. Mon père me disait ça va aller, elle va s'en sortir. Mais non, je pleurais parce que je savais qui étaient les coupables, et je me sentais aussi coupable qu'eux. 3 jours plus tard, ma mère nous quitta. Elle était morte et je me sentais coupable de sa mort. La nouvelle a été diffusée à la télé et une enquête a été ouverte. Mes amis ont appris la nouvelle et se sont enfuis, mais ils m'ont quand même laissé un mot. Tu es aussi coupable de la mort de ta mère, comme nous. Si tu vas voir la police, tu seras le premier à être arrêté. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie d'aller tout dévoiler à la police. Je serai bien sûr arrêté pour vol et cambriolage, mais pas pour meurtre. Mais j'ai peur que mon père et mes frères me détestent toute leur vie à cause de mes erreurs. Je ne sais pas quoi faire.